Alors, on y va. Donc, concernant les infections nosocomiales, laquelle ou lesquelles de ces propositions sont vraies? Alors, tout le monde a répondu, les infections urinaires sont la première cause d'infection nosocomiale. Donc ça, c'est très bien. On avait vu que c'était effectivement les premières causes. La deuxième cause d'infection nosocomiale, c'était quoi? Les pneumopathies, exactement. Après, les infections de cathéter périphérique sont rares. Alors, quand on avait vu les infections de cathéter, vous vous rappelez, lesquelles étaient les plus fréquentes en fait? Pardon? C'était... Non, mais allez-y, je n'ai pas entendu. Oui, voilà, c'était effectivement les cathéters veineux centraux, c'est plus fréquent que les cathéters veineux périphériques. Hein. D'accord? Par rapport aussi à la proportion de cathéters périphériques qu'on pose. D'accord? Donc, alors, sont en tout cas plus rares que les cathéters veineux centraux. D'accord? C'est des infections qui ne sont pas fréquentes. Effectivement, ce n'est pas des infections fréquentes. Après, dans la vraie vie, elles ne sont pas souvent avortées aussi. Les infections de cathéter périphérique, honnêtement, ce n'est pas suivi. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que vous avez un service où, par exemple, il y a 80 patients, 20 patients sont perfusés. C'est quand même pas hyper fréquent d'avoir une infection sur cathéter. D'accord? Alors, quand dans une réanimation, d'ailleurs, on suit les infections sur cathéter veineux centraux parce que c'est une des infections nosocomiales les plus fréquentes en réanimation. D'accord? Donc, en termes de proportion, c'est vrai que c'est, on va dire, plutôt rare. Voilà. D'accord? Alors, la présence, en fait, c'est surtout ça qu'il faut que vous reteniez, que les infections, en fait, sur cathéter veineux centraux sont quand même plus fréquentes que celles sur un cathéter périphérique. Et puis surtout, moins grave aussi. Alors, la présence d'une sonde urinaire est obligatoire pour entraîner une infection nosocomiale. Donc, vous avez tous bien répondu correctement. Donc, effectivement, donc c'est non. La présence de matériel étranger est obligatoire pour entraîner une infection nosocomiale. Donc, non. Et puis, les infections ostéo-articulaires sur prothèse peuvent survenir 1 an après l'infection. Ouais, j'avais maudit. Pardon, peuvent survenir 1 an, après l'intervention. Donc, effectivement, on avait vu que sur les... je te laisse peut-être répondre à la question sur les infections sur ostéo-articulaires. Oui, enfin, on l'a déjà vu en cours, et puisque je pense que vous l'avez déjà vu aussi dans le cours de Madame Cassis, en fait, évidemment qu'il n'y a pas de durée sur, quand on a une prothèse ou un matériel sur le délai de l'infection derrière, quoi. Donc 1 an, évidemment qu'après l'infection, on peut avoir une infection du site opératoire. Ok. Du site opératoire, ouais, alors, ouais. Ouais. Alors, en règle générale, et notamment ça arrive, là on a un cas en ce moment, en fait c'est des germes particuliers, c'est comme on a vu l'autre fois, des staph blancs, des staphylocoagulase négatives, et pour certains sites des germes particuliers de la peau, et notamment le Propionibacterium acnes, le germe de l'acné. Et en fait, on peut avoir des infections à ces germes jusqu'à 20 ans, 25 ans après la pose de matériel. Et donc, en fait, personne ne sait dire vraiment si c'est des infections nosocomiales ou si, mais c'est dans la plupart des cas, c'est le cas, parce qu'en fait, il a fallu avoir une plaie pour que la bactérie rentre, se niche, dorme, enfin, soit quiescente, et du coup réapparaisse derrière. Donc, en fait, on considère ça comme une infection du site opératoire et du coup liée aux soins, quoi. S'il n'y avait pas eu de chirurgie, il n'y aurait pas eu d'infection. Oui, pas de délai. Du cours de quoi? Oui, non, parce que, alors, en fait, si un patient porte plainte, en revanche, ça ne sera pas retenu. Parce que pour les infections sur prothèse, c'est jusqu'à 1 an. Parce qu'effectivement, si le patient fait une infection, comme tu dis, 10 ans après, ça peut être dû effectivement à l'intervention. En fait, c'est infection associée aux soins. Parce que s'il n'avait pas de prothèse, en fait, s'il n'avait pas de prothèse,
peut-être qu'effectivement, la bactérie n'aurait pas été se nicher là. C'est parce que, justement, il y a du matériel et que les bactéries aiment du matériel qu'elles vont se nicher là. Mais c'est probablement une infection qui est secondaire, en fait. D'accord ? Il a peut-être eu une bactériémie à un moment et puis passé inaperçu. Hein, et à ce moment-là, la bactérie a été se nicher sur cette prothèse. Mais alors évidemment, mais c'est pas directement du nosocomial lié à l'intervention. Voilà, c'est lié aux soins parce que effectivement, si on n'avait pas de prothèse, la bactérie probablement elle se serait pas nichée là. D'accord ? Mais dans la définition de l'infection nosocomiale, c'est pour les prothèses jusqu'à 1 an après l'intervention. Et d'ailleurs, même les définitions européennes ont changé parce que pour les prothèses, dans la définition européenne, c'est 6 mois. Pour l'instant, en France, on n'a pas changé la définition, c'est 1 an. Mais si ça vous arrive en Allemagne, probablement que 6 mois, c'est jusqu'à 6 mois après. D'accord ? Et après, ce n'est pas considéré comme une infection nosocomiale. Voilà. Donc, il y a après la vraie vie. Hein. Voilà. Mais bon, c'est déjà un peu plus compliqué. Ce n'est pas le genre de question qu'on vous posera. Hein. D'accord ? Alors, après, deuxième question. Concernant les infections urinaires nosocomiales, laquelle ou lesquelles de ces propositions sont vraies ? Le mode de contamination est toujours extraluminal. Donc là, tout le monde a répondu faux. Donc c'est vrai, c'est un des modes les plus fréquents, mais ce n'est pas toujours. D'accord ? Après, elle représente 5% des infections nosocomiales en centre hospitalier universitaire. Donc là, il y a eu une bonne réponse, d'accord, sur le 5% des infections nosocomiales en centre hospitalier universitaire. Elles peuvent survenir 48 heures après un geste urinaire. Et donc là, presque tout le monde a répondu que c'était vrai, et c'est vrai, effectivement. Elles peuvent survenir 7 jours après le retrait d'un matériel urinaire. Et donc là, 9 réponses ont dit que c'était vrai, et c'est vrai, effectivement. Ça fait partie des facteurs de risque d'infection urinaire. Et puis, le sondage urétral favorise la colonisation urétrale, donc tout le monde a répondu que c'était vrai. Effectivement, à partir du moment où on a du matériel, on l'a vu, ça favorise la colonisation, et après la colonisation, évidemment, on a l'infection. Non, c'est faux en fait. Oui, oui, c'est faux. C'est faux. Oui, oui. Oui, j'avais peut-être pas dit alors. Oui, c'est faux. C'est faux. Donc c'est bon sur l'infection urinaire, vous avez des questions ou pas? Non? Alors on continue. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, troisième question. Concernant les infections du site opératoire, laquelle ou lesquelles de ces propositions sont vraies? Alors, il s'agit de la deuxième cause d'infection liée aux soins. Non, voilà, c'est là. Voilà, bravo. Donc, c'est la troisième cause. L'incidence des ISO varie en fonction du type de chirurgie. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. En chirurgie propre, la majorité des ISO sont liés à Staphylococcus aureus et Staphylocoque à coagulase négative. Alors? Oui, c'est vrai. La contamination endogène reste rare. Ben non, la contamination endogène, c'est vraiment le mécanisme le plus fréquent. D'accord? C'est pour ça qu'on fait une bonne désinfection de la peau avant l'intervention.
D'accord? C'est pour ça que la préparation cutanée est extrêmement importante. La douche préopératoire et la préparation cutanée au bloc opératoire. C'est justement pour essayer de débarrasser au maximum le site opératoire de la flore endogène du patient. D'accord? Et l'antibioprophylaxie en plus. OK? Donc c'est effectivement la contamination endogène qui est la plus fréquente. Et la diminution de la durée d'hospitalisation préopératoire limite le risque d'ISO. Donc 66% ont répondu vrai, c'est vrai. D'accord? Ça fait partie effectivement des facteurs de risque d'infection nosocomiale de toute façon. Question sur les ISO? Non? Alors, quatrième question. Concernant les infections liées au cathéter, laquelle ou lesquelles de ces propositions sont vraies? Ces infections ne comprennent pas les infections sur voie veineuse périphérique. Voilà, tout le monde a mis faux. Il est recommandé de mettre en culture tous les cathéters retirés. Est-ce que c'est une recommandation? Non, ce n'est pas une recommandation. D'accord? Donc en fait, c'est vrai que quand vous suspectez une infection sur un cathéter, là, effectivement, on l'envoie au laboratoire. Mais sinon, on n'envoie pas systématiquement les cathéters. Alors, la culture positive du cathéter est un argument fort pour le diagnostic d'infection liée au cathéter. Oui, c'est un argument fort, mais ce n'est pas le seul. Hein. D'accord ? Du coup, ça c'est vrai, c'est vraiment pas le seul, parce que si vous avez, enfin par exemple, là, je pense aux chambres implantables, aux portes à 4, des patients qui ont des cancers, qui en fin de vie, quand on décide qu'on les met par exemple en soins palliatifs, etc., n'ont plus besoin du porte à 4, on leur enlève le porte à 4 et on le met en culture systématiquement. Et des fois, vous avez des vraies colonisations à n'importe quoi. Vous pouvez avoir des colonisations à staph, à pio, etc. C'est pas pour ça qu'on va traiter le patient, quoi. Donc en fait, c'est un argument fort quand vous suspectez vraiment qu'il y a une infection liée au cathé, mais franchement, si vous l'avez, il ne faut surtout pas traiter. Et à l'heure actuelle, tous les jours, on a des appels de médecins, nous chez nous à l'hôpital, en nous disant qu'est-ce qu'on fait de la culture positive de tel ou tel cathé, quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous le dit maintenant. Donc retenez vraiment ça, que c'est important de savoir qu'on ne traite pas de colonisation de cathé. En plus, ils sont souvent colonisés, quoi. Alors, le délai de positivité des hémocultures prélevées sur le cathéter versus en périphérique est important pour statuer sur le diagnostic d'infection liée au cathéter. Et donc, vous avez quasiment tous répondu oui, et c'est vrai. D'accord? Donc, c'est important, quand vous suspectez effectivement une infection sur un cathéter, de faire en même temps une hémoculture à la fois sur le cathéter et en périphérique. D'accord? Et on dit classiquement qu'un délai de positivité supérieur à 2 heures permet de dire en fait s'il s'agit d'une infection sur le cathéter ou pas. Du pu au point de ponction impose le retrait du cathéter. Et donc là, c'est pareil. Hein, vous avez tous quasiment répondu que oui. Ben, c'est ce qu'on vient de voir hein, dans le cas clinique. Effectivement, hein, quand il y a du pu au niveau d'un cathéter, il faut l'enlever rapidement. Alors, concernant les infections associées aux soins, là où lesquelles de ces propositions sont vraies, ce sont des infections acquises dans une structure de soins. Donc là, vous avez mis la moitié, vous avez mis que oui. Ben oui, c'est effectivement, c'est la définition, hein, d'accord, de l'infection associée aux soins. Quelle que soit la structure de soins dans laquelle un patient aurait acquis une infection, donc c'est ce que je vous disais, hein, ça peut être dans un cabinet médical, ça peut être chez le kiné, ça peut être, voilà, c'est considéré maintenant comme une infection associée aux soins. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il n'y était pas allé, peut-être qu'il n'aurait pas eu l'infection. Donc, alors, surviennent en général dans les 30 jours suivant une intervention chirurgicale. Donc, c'est vrai.
c'est une proposition qui est vraie, sauf, on a vu, évidemment, pour les prothèses, où là, ça peut survenir jusqu'à 1 an après. Surviennent jusqu'à 1 an après une pose d'implant. Donc là, oui. Donc je ne sais pas pourquoi les autres n'ont pas mis oui. Il y a des gens pour qui c'est pas clair. Bon. Donc sont fréquentes en psychiatrie, bon, évidemment, vous avez tous mis non, et n'ont pas de conséquences sur la durée d'hospitalisation. Donc là, effectivement, il n'y en a qu'un seul qui a mis non, et c'est très bien parce qu'effectivement, on avait vu que ça faisait partie, en fait, de ces infections qui entraînent une augmentation de la durée d'hospitalisation. D'accord ? Alors après, concernant les facteurs de risque d'infection associés aux soins, laquelle ou lesquelles de ces propositions sont vraies? Alors, la ventilation mécanique, est-ce qu'elle est associée effectivement? Oui, on a vu que les patients qui sont ventilés font plus d'infections que les non ventilés. L'obésité, oui, ça fait partie des facteurs de risque d'infection. En particulier d'infections post-opératoires. Dans les ISO, le fait d'être obèse augmente le risque d'infection. Le diabète, pareil, ça fait partie aussi des facteurs de risque d'infection, assez classiques, de toute infection confondue, en particulier des ISO. L'hypercholestérolémie, donc là, non, d'accord, ça ne fait pas partie des facteurs de risque d'infection. Et la présence d'au moins un dispositif invasif. Donc là, 100% de bonnes réponses. OK? C'est bon? Alors, concernant la prévention des infections associées aux soins, donc là on parle de prévention, là où lesquelles de ces propositions sont vraies. Limiter la durée de maintien des dispositifs invasifs. Donc bravo, 100%. C'est vraiment un message vraiment important. D'accord? Et j'espère que vous allez le retenir quand vous serez interne dans les services et que vous vérifierez bien que les dispositifs invasifs, tels que les sondes urinaires ou les cathéters, quand vous les maintenez, c'est qu'ils sont nécessaires. Et c'est vraiment une réévaluation qui doit être quotidienne. Et je vous assure que si c'était fait, on aurait beaucoup moins d'infections. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas se fier aux transmissions infirmières. Parce qu'il y a des copier-coller tous les jours, des transmissions, parce qu'il y a des ABAC préfets avec VVP ou voix RAS non inflammatoire. Et en fait, on arrive dans le service, il y a une énorme lymphangite. Donc en fait, il faut vraiment aller voir, quoi. Donc votre boulot d'abord, avant d'être interne, ce sera externe. Vous aurez des patients. En fait, il faut vraiment aller voir la sondue et le cathéter vraiment tous les jours, quoi. Alors après, l'antibioprophylaxie, donc je l'avais remis exprès pour qu'on en reparle de l'antibioprophylaxie. D'accord? Donc ça, c'est effectivement, on a bien montré que l'antibioprophylaxie avait très nettement fait diminuer les infections du site opératoire. Donc oui, une bonne hygiène des mains, donc très bien, 100%. Donc je suis très contente que vous ayez tous répondu ça. Donc j'espère que vous vous en souviendrez, d'accord? Parce que quand on fait les audits, c'est pas exactement ce qu'on voit. D'accord? Donc vous n'oubliez pas, je vous ai dit, avant d'examiner un patient, on se frictionne les mains, toujours. Et après, d'accord? Alors c'est vrai qu'en rentrant de la chambre, en général, on le fait, mais si on a touché à tout l'environnement du patient et qu'après, on va manipuler, par exemple, son cathéter, on veut regarder comment est le pansement. Mais à ce moment-là, il faut vous frictionner les mains juste avant, parce que vous aurez touché à l'environnement du patient. D'accord? Donc vraiment, juste avant le soin, on fait une friction des mains. Et juste pour info, en fait, c'est les liquides de friction, de solution hydroalcoolique, on a des chiffres de conso par service
par hôpitaux, etc. Donc c'est vraiment, vraiment suivi. C'est-à-dire que s'il y a un service qui n'en utilise quasiment pas, c'est pas normal. Et donc après, vous faites taper, enfin, le service se fait taper sur les doigts. Mais bref, ça se vérifie, ça. Voilà. Ces chiffres. Tellement c'est important. Oui, c'est vraiment très important. D'ailleurs, ça fait partie des indicateurs nationaux, hein, la consommation des solutions hydroalcooliques. On est classé en A, B, C, D ou E en fonction de nos consommations. D'accord ? Donc, voilà. Alors, pour l'instant, à l'HEGP, on est A. J'espère qu'on va se maintenir comme ça. Mais voilà. On affine de plus en plus. Hein. Donc, alors, la réduction de la durée du séjour préopératoire. Donc, oui, hein, donc toutes les études montrent hein, que les gens qui font des infections préopératoires ou de toutes les façons les infections, on retrouve ce facteur de risque. D'accord ? Donc, c'est pour ça, hein, je vous l'avais expliqué, que maintenant, de plus en plus, les patients, ils rentrent la veille et on va vers le patient rentre le jour de l'intervention. La manipulation des cathéters périphériques à main nue. Donc, très bien. Donc, ça, je vois que vous avez retenu qu'on ne manipule pas un cathéter ou un dispositif invasif à main nue. D'accord ? Pour les cathéters en particulier, on utilise des compresses imbibées d'antiseptiques. Donc, si vous voyez l'infirmière toucher au cathéter, à la ligne du cathéter, sans une compresse imbibée d'antiseptique, vous avez le droit de lui dire que ce n'est pas bien ce qu'elle fait. D'accord ? Et je compte sur vous, d'ailleurs. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Non, pour modifier le débit, non. Non, parce que là, on est quand même très loin. Mais en revanche, elle a frictionné ses mains avant. Voilà. Hein, mais même vous, vous êtes sceptique hein, sur la question. Hein. Voilà, mais elle a frictionné ses mains. En fait, on ne touche pas un patient à son environnement, à son matériel, sans s'être frictionné les mains avant. Et c'est vrai que ça, on le voit souvent. Hein. Ça, on le voit souvent. Pas de questions ? Bon, donc on se revoit pour